Le programme de la radio Futur Média, mesdames, messieurs, bonjour, il est midi, l'heure du grand journal. Georges Bété-Diop. Au sommaire de ce grand journal, le tribunal de grande instance de Paris sur l'affaire Karim Wade, l'État débouté, ses 2 demandes rejetées. L'affaire des carburants toxiques, la Ligue sénégalaise des droits humains a saisi le doyen des juges, une plainte avec constitution de partie civile déposée. Suite et pas fin de la mutinerie de Rebeuss, les résultats de l'autopsie du corps du détenu tué attendus. La directrice de la prison de Rebeuss annoncée à la division des investigations criminelles pour les besoins de l'enquête. Les commerçants tabliers de Thiaroye, camarades du détenu tué, ont arboré des brassards rouges pour dénoncer le flou autour de la mort de Ibrahima Falmo. Le drame du Diola, c'était en 26 septembre et c'est comme si c'était hier. Aux yeux des victimes, cérémonie commémorative à Ziguinchor, 4 ministres dans la capitale du Sud. Le grand journal, c'est l'actualité internationale. Sornana Tambay, bonjour. Bonjour Georges Bété-Diop. Les titres. Les éléments français de l'opération Barkhane ne s'entendent plus avec les ex-rebelles Touaregs. Ces derniers dénoncent l'engagement de l'armée française en faveur du gouvernement malien. Aboubacar Shekau ne s'avoue pas vaincu. Le chef de Boko Haram veut montrer à tout le monde qu'on ne peut pas contester son leadership. Dans ce journal, Georges, l'analyse du professeur Bakary Samb. À votre suite, Cheikh Tidiane Diagne. Bonjour cher. Bonjour à vous Georges. Quel est le menu de la page des sports? Balayé note le taekwondo au Sénégal, une discipline qui se porte bien selon le capitaine de l'équipe nationale qui accueille à partir de demain des champions olympiques africains. Une médaille olympique dans nos murs. La basketteuse espagnole d'origine sénégalaise Mam Astundour était à Kerdiaraf ce matin, là où elle a débuté sa carrière de basketteuse. Serge Aurier est fixé. Le défenseur du Paris Saint-Germain a été condamné à 2 mois de prison ferme en plus d'une amende financière. Cependant, il ne va pas plutôt ce mandat ou alors cette décision n'est pas assortie d'un mandat de dépôt à l'audience. Pour l'heure, en tous les cas, le naufrage du bateau le Diola, 14 ans après, les leçons d'un drame pas retenu. On en parle dans Point de vue. Ce sera aux alentours de 12h35. Mamadou Vincent Diop sur la partie technique. Bienvenue à toutes et à tous. Georges Bété-Diop. Le naufrage du bateau le Diola. Les souvenirs sont encore vivaces. Le 26 septembre 2002, le Sénégal se réveillait avec un drame. Le bateau a sombré dans les côtes gambiennes. 2000 morts environ, 1863 selon le bilan officiel aujourd'hui. Les populations se rappellent encore ce naufrage. Cérémonie commémorative du 14e anniversaire du naufrage du bateau le Diola. C'est en présence du ministre des Forces armées, Augustin Tinessé, à Ziguinchor. Parmi les personnes touchées par ce drame, le député maire de Dalifort, Idrissa Diallo, a perdu 3 de ses fils. Une étape difficile pour sa vie. Midi Maram Ndiaye. Le maire de Dalifort, très actif sur le terrain politique, mais Idrissa Diallo traîne avec lui une plaie très profonde qui dure 14 années. Ses 3 fils et celui de son grand frère sont restés dans le naufrage du bateau le Diola. Ma femme et moi, on dirait que nous avions vu venir la tragédie. Mon frère, qui vit à Ziguinchor, a été avisé par ses amis gambiens. Quand il m'a appelé, vous savez ce qu'il m'a dit? Les 4 enfants sont morts. Je n'en revenais pas. J'avais même oublié qu'il y avait le fils de mon grand frère qui était en compagnie de mes enfants. Je ne comprenais rien. Idrissa Diallo finira par comprendre que Souleymane, Cheikh Ahmed Tidiane, Saliou et leur cousin Abdoulaye Koko Diallo ne sont plus de ce monde. D'Atlanta à Dakar, en passant par Lisbonne, c'est comme s'il avait sur ses épaules le globe terrestre. Quand je suis arrivé au Sénégal vers 4h du matin, ce qui m'a touché, c'est qu'il y avait sur place mon grand frère qui m'a dit... La plaie béante, le député maire craque dans RFM Matin. Faire un petit tour avec un bateau, Idrissa n'y pense même pas. Je ne peux plus voyager en bateau. Honnêtement, je ne peux pas traverser l'endroit où sont morts mes enfants. Je ne peux pas. Le camarade de Khalifa Sall, il est là, robuste et fort, mais ce n'est que de façade. La plus grande catastrophe maritime de l'histoire l'a terrassé. Lui et sa dame vivent tant bien que mal. Non, avec cette douleur, ils vivotent.
Cet après-midi, à la place du souvenir, un panel sur le naufrage et les changements de comportement. Une initiative des familles des victimes du Diola. Arrêtons-nous à présent sur un secteur qui est le premier employeur en Casamance. Il s'agit du tourisme. Le chef de l'État a proclamé cette partie sud du pays zone de priorité nationale touristique. En clair, cela veut dire que tout opérateur est exonéré de charges fiscales et sociales pour une durée de 10 ans. Interrogés, les acteurs du secteur approuvent cette mesure présidentielle. Pour autant, celle-ci se heurte à des problèmes liés au désenclavement de la région. Ismaïla Kamara leur a donné la parole. Voici son dossier. Un paysage à couper de souffle, des sables fins qui s'étendent sur des kilomètres de côtes, des endroits paradisiaques tels que Carabane et Cap Skiring, des hôtels et autres campements touristiques qui pullulent un peu partout. La Casamance a tout pour plaire aux touristes. Pour autant, la région souffre de son enclavement malgré son nouveau statut de zone touristique spéciale. Augustin Diatta est le président du syndicat des associations du tourisme de la Casamance. La situation est devenue un peu difficile. La compagnie Sénégal Airlines ne marche plus. Les deux bateaux à Gambon sont en panne aussi. Donc, on est vraiment dans des moments un peu difficiles. Oui, en fait, vous voyez, si vous voyez les autres années, les moments les plus compliqués, il y en avait quand même un peu de touristes. On ne se plaignait pas parce qu'on avait des vols internationaux. Ces vols internationaux qui volaient sur les Cap Skiring, on avait des vols domestiques, ça allait. Et aujourd'hui, au moment où tout est vert, où il n'y a plus de... On croise les bras, il n'y a plus de problème. Certes, la Casamance, zone de priorité nationale touristique, est une bonne chose, mais la stabilité reste une condition indispensable pour un développement du tourisme. C'est du moins l'avis de ce spécialiste en partenariat public-privé, Dr Aliou Souaré. Il faut, dès le départ, rendre stable la Casamance. Il faut qu'on arrête toute cette guerre-là ou bien cette rébellion pour qu'on puisse arriver. C'est l'étape préalable. Deuxièmement, de désenclaver ça par des autoroutes, peut-être à péage. Ensuite, par la réparation de ces deux bateaux-là. Ensuite, par la voie aérienne. L'universitaire ajoute que le secteur privé national doit davantage s'impliquer dans des projets touristiques en Casamance. Ce qu'on devrait faire, à mon avis, c'est de rendre le secteur privé national prioritaire dans ces projets-là. Et les projets touristiques qui seront portés sur cette zone-là, ça doit être de grands projets où le secteur privé aura sa partition. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le cas parce qu'on a un secteur privé national qui est divisé et cela fait l'affaire du secteur privé international. Sur ce, Augustin Diatta interpelle le président de la République. Il faut demander au président de revoir un peu une autre stratégie avec ses collaborateurs pour essayer de nous aider. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est dans une position de relance, la destination Casamance. Les gens investissent, les gens... on a beau espoir, c'est le premier secteur d'emploi en Casamance. Les usines ne marchent pas. Donc ce qu'on fait simplement, c'est demander au président, les initiatives qu'il a, c'est bien, mais il faut concrétiser ça, il faut qu'il y ait du concret. L'essor du secteur touristique de la Casamance est l'affaire de tous, mais les pouvoirs publics doivent d'abord s'attaquer à la lancinante problématique du désenclavement de cette région sud du pays. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Les suites de la mutinerie de Rebeuss, résultat attendu de l'autopsie du corps du détenu qui a été tué par balle. Le ministre de la Justice a fait savoir hier sur nos ondes que c'est aujourd'hui lundi que l'autopsie va se faire. Toujours dans le cadre de l'enquête, la directrice de la maison d'arrêt de Rebeuss est annoncée aujourd'hui à la division des investigations criminelles. Information dans la livraison du jour du quotidien L'Observateur. Hier, la famille du détenu tué a rué dans les brancards. Vous avez entendu la mère de Ibrahima Falmbo réclamer le corps et l'identification de la personne qui a tiré la balle fatale. Ce matin, ses amis tabliers au marché de Thiaroye ont arboré des brassards rouges pour dénoncer le flou qui entoure la mort de leurs camarades. Leur porte-parole, Mamadou Lamine Thiam, au micro de Salif Sow. Le problème, c'est le cas d'Ibrahima Mbow, décédé en 100 mètres la semaine passée là. C'est notre frère, notre cousin, notre ami aussi. Vous travaillez ensemble? Nous travaillons ensemble ici, au niveau des rails. Bon, est un réparateur des ventilateurs. Bon, jusqu'à présent, on est en train de discuter pourquoi on ne peut pas encore remettre le corps. C'est ça le problème seulement. Et aussi, qui a tué Ibrahima Mbow? Quelles conditions? Pourquoi il a tué Ibrahima Mbow? Nous sommes en brassard rouge, très très rouge, au fond de nos cœurs. Parce qu'on est tellement fâchés, nous voulons recevoir notre corps
Et avant, on voit le corps, avant on fait ça. Man sama mag la ñoo bokk ndey ak baay. Bien doom la am. Waaw. Garaawul waay, garaawul pege. À midi 11 minutes, direction Paris où la décision était très attendue, la décision du tribunal de grande instance de Paris, c'est dans l'affaire Karim Wade. Eh bien, le tribunal a débouté l'État du Sénégal. Bonjour, cher Sidou Sylla. Bonjour, Georges Zekier. Et vous confirmez? Oui, on confirme, l'État du Sénégal ne peut plus mettre la main sur les appartements de Karim Wade et de Bibo Bourgi situés dans le 15e arrondissement de Paris. Le tribunal de grande instance affirme que Karim Wade et Bibo Bourgi ne peuvent être poursuivis d'aucune infraction, ni d'enrichissement illicite inconnu de la loi française, ni de recel, ni de blanchiment, ni de prison. Donc, en conséquence, l'État, Karim Wade et Bibo Bourgi restent propriétaires de leur appartement à Paris. Merci, cher Sidou Sylla. Vous reviendrez sur tout cela avec des éléments sonores. Affaire des carburants toxiques, on n'est pas encore à la fin de la polémique, née du rapport de l'ONG Swiss Public Eye. La Ligue sénégalaise des droits humains veut y voir plus clair. La LSDH a déposé sur la table du doyen des juges une plainte avec constitution de partie civile. Là-dessus, le président de la Ligue sénégalaise des droits humains, Maître Hassan Diomandiaye, au téléphone avec Mohamed Ali Moubar. Nous sommes tous à l'heure de l'universalité des droits et de l'indivisibilité. Nous sommes tous des êtres égaux. Et c'est un combat que nous menons, non pas contre des sociétés en tant que telles, mais cet état de fait cesse et notre génération a une responsabilité à jouer dans ce sens. Oui, à partir du moment où le juge a le rapport entre ses mains et nous avons déposé une plainte avec constitution de partie civile, je pense qu'il doit nous fixer la consignation à payer et commencer les investigations. Et ces investigations vont commencer nécessairement par l'audition des auteurs du rapport pour qu'on sache sur quoi ils se sont basés, quelle analyse scientifique, chimique ils ont pu faire et nous montrer par rapport aux normes de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé et des principes directeurs des Nations Unies, en quoi ce degré de toxicité est de nature à mettre en danger les populations africaines, notamment sénégalaises. L'affaire Petro-Tim, on en reparle à midi 13 minutes. Le pétrole, une affaire de nation. Et pourtant, un premier ministre se voit être démenti implicitement par un ministre de son propre gouvernement. L'un défendant le frère du chef de l'État, l'autre a attaqué. Et finalement, les problèmes de parti sont transférés jusqu'au sommet de l'État, ce qui explique un manque de coordination au plus haut niveau mentoré. Même parti, même gouvernement et pourtant les objectifs sont différents. Le Premier ministre défend le frère du président de la République implicitement. Le ministre de la Jeunesse tacitement attaque Aliou Sall. Finalement, c'est le peuple qui en pâtit parce que les affaires du parti se sont déteintes sur les transactions de la patrie. Abdoulaziz Paye, consultant juridique. Mais que l'on se permette dans un gouvernement de charrier à gauche et à droite, et que le Premier ministre parle d'une certaine façon, qu'un de ces ministres... D'abord, ça veut dire qu'il n'y a même pas une coordination gouvernementale. Ça pose un problème d'autorité même du Premier ministre. Et aujourd'hui, moi, j'aurais été président de la République, j'en aurais tiré la conséquence, le Premier ministre aurait été démis, automatiquement. Parce qu'il y a un problème de cohérence gouvernementale qui se pose à partir de ce moment-là et d'autorité. Donc, je pense que nous avons besoin de nous ressaisir. Momar Nyong, analyste politique, parle de malaise. Et pourquoi? D'abord, le principal intéressé, en l'occurrence le frère du président, il répond par le mépris aux attaques de plus en plus incisives de ceux peut-être qui en savent au bout sur l'affaire Petro-Tim. Pas que ça soit la meilleure démarche. Et Mame Mbaye Niang, quelque part, n'a pas tort d'interférer Aliou Sall et de dire en fait que lui-même devrait pouvoir apporter des éclairages à ce sujet. Les questions qu'on devait se poser en lieu et place de disserter sur le frère du président de la République. Ces sociétés ont été liquidées. Ces sociétés ont été vendues. Dans quelles circonstances ces sociétés ont été créées? Dans quelles circonstances ces sociétés ont été liquidées? Où sont les actes de liquidation de ces sociétés-là? Dans quelles circonstances les actions de ces sociétés-là ont été vendues? À qui ces sociétés-là ont été vendues? Est-ce que toutes les règles de procédure ont été respectées? Pourquoi avoir créé une société et revendre et liquider la société pour créer une même société qui est dans la même filière? Momar Nyong ajoute. Le Premier ministre n'a pas vocation à défendre systématiquement Aliou. La première grande sortie du Premier ministre Mohamed Dionne, sous le même format que sa dernière sortie, ça a été après que Wade a eu à déflorer l'affaire ArcelorMittal et l'affaire Petro-Tim. Je crois que c'est pas bon pour l'action gouvernementale, pour l'image qu'on peut garder du gouvernement et du Premier ministre,
qu'il passe son temps systématiquement à défendre le frère du président. Le frère du président de la République n'a rien à voir avec le pétrole, semble affirmer le Premier ministre. Le ministre de la Jeunesse, Mame Nyang, le qualifie pratiquement de girouette. Qui a raison, qui a tort? En politique, tous les coups sont valables. Les populations du département de Bakel dans la rue, elles exigent de meilleures conditions d'existence, santé, électrification, eau potable, on y reviendra. Situation préoccupante à Sédhiou privé d'électricité depuis hier. La coupure de courant fait suite à une forte pluie accompagnée d'un vent violent dans la région. Les populations s'en plaignent et presque toutes les activités dans le Pakao sont au ralenti. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Sorna Natambay. Sorna Natambay pour la page internationale. Sorna Natambay, très en forme j'imagine. Pas du tout Georges. Alors Nata, l'armée française ne veut plus travailler avec les ex-rebelles Touaregs. Alors ces éléments de l'opération Barkhane reprochent aux ex-rebelles de mener un double jeu. D'ailleurs depuis quelque temps les relations entre les deux parties ne sont plus au beau fixe. Daoud Diouf. Désormais, les militaires français feront un front commun avec l'armée malienne. Ils ont décidé de prendre distance vis-à-vis des ex-rebelles Touaregs. Les soldats français reprochent aux combattants de la coordination des mouvements de l'Azawad un double jeu permanent dans la guerre au Mali. À Ber, une localité malienne importante, la tension est retombée aussi vite qu'elle était montée. Quelques heures durant, le 7 septembre, des habitants de cette localité située à l'est de Tombouctou, contrôlée depuis plus de 2 ans par les ex-rebelles de la CMA, avaient manifesté leur colère en brûlant un drapeau malien. Moins habituel, ils ont scandé le slogan anti-Barkhane du nom de l'opération militaire française en cours au Mali depuis 2014 qui était en fait le réel objet de leur cours. Il faut dire que Ber est un carrefour stratégique pour les trafiquants et cela va souvent de pair. Une base logistique, une première importance pour les ex-rebelles. C'est surtout l'une des dernières positions contrôlées par la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA. Il est donc hors de question pour cette coalition que regroupe le Mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et une aile du mouvement arabe de l'Azawad de la perte. Aboubakar Shekau demande Nata l'armée nigériane à travers une vidéo. Le chef de Boko Haram déclare se porter très bien, un enregistrement pour défier tous ceux qui contestent son leadership en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir écouter le professeur Bakary Samb. Georges Détidjob, quelques soucis avec l'élément. Au Tchad, une attaque de Boko Haram fait 4 morts. Toutes les 4 victimes étaient des soldats. L'attaque a eu lieu samedi soir près de la frontière avec le Niger. L'armée tchadienne a riposté et a tué 7 éléments du groupe terroriste selon une source sécuritaire. Cette partie de la région du lac Tchad est soumise à des attaques fréquentes de Boko Haram. Direction à présent la République démocratique du Congo où des affrontements auraient fait une centaine de morts. Selon plusieurs sources, les événements se seraient produits le week-end dernier. Des affrontements entre des partisans d'un chef coutumier tué en août et les forces de sécurité pour le contrôle de l'aéroport de Kananga. C'est dans le centre du pays. Parmi les victimes, 8 militaires. La gravité de la situation a même poussé le président de la République à dépêcher le vice-premier ministre de l'Intérieur à Kananga, Georges. Merci Sorna Natambay pour cette Avant page de internationale. boucler, Mais on n'en a Georges, pas encore fini avec vous. On enchaîne avec le Burundi et on termine par ce pays. Dernièrement, l'ONU avait publié un rapport accusant le gouvernement d'être responsable de graves violations des droits de l'homme. L'organisation mettait également en garde contre la possibilité d'un génocide. Pierre Nkurunziza s'est plusieurs fois exprimé sur sa page Twitter. S'adressant à l'ONU, il déclare, je cite, « Nous leur avons expliqué de façon rationnelle qu'il n'y aura jamais plus de génocide au Burundi. Pourtant, ces personnes reviennent avec la même pancarte, génocide au Burundi. » Fin de citation. Concernant le rapport de l'ONU, le ministère de l'Intérieur parle d'un rapport mensonger. Ce lundi, à Genève, lors de la 33e session des droits de l'homme, la situation au Burundi est au cœur des débats entre experts. Georges, c'est bien fini cette fois-ci. Le président burundais qui critique donc les Nations Unies et défend son régime. Merci Sorna Natambay. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le naufrage du bateau le Diola, 14 ans après, les leçons d'un drame pas retenu, on en parle dans Point de vue. RFM Sport.
On accueille cher Tidiane Diagne pour la page des sports. Bonjour cher. Bonjour à vous, Georges Déthié. Baladjé note le taekwondo sénégalais. À son avis, le taekwondo au Sénégal se porte pas mal. La discipline est en nette progression selon le capitaine de l'équipe nationale. Baladjé qui s'empresse aussi de préciser qu'il va encore falloir faire des efforts. Nous l'écoutons. Le taekwondo sénégalais se commence à sortir un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de gauche à droite ces temps-ci. Mais avec le nouveau président de la fédération, M. Ibrahim Batou, commence à se stabiliser avec une nouvelle direction technique qui commence à travailler dur comme il faut. Mais le taekwondo sénégalais se porte bien dans les ligues, se porte bien au niveau des régions. Ce qui manque, c'est les moyens. Il faut qu'il y ait plus de moyens au niveau électronique pour pouvoir titiller le niveau mondial. Mais on a tout ce qu'il faut ici. On a les combattants, on a les athlètes, on a les encadreurs, on a pas mal de choses. Il nous manque que les moyens et le suivi qu'il faut. Si on a le suivi et les moyens, on peut faire pas mal de choses. Parce que quand je vois maintenant le ministre des Sports qui a créé la génération 2024, c'est tellement intéressant de préparer des athlètes sur 8 ans. Raison pour laquelle ces 2 jeunes qui sont venus avec des médailles olympiques à l'appui, ça va permettre d'autres jeunes aussi de rêver. Donc, et aussi, je vais profiter de l'occasion aussi, pourquoi pas le présenter le président de la République qui va les féliciter au nom de l'Afrique aussi, parce que ce sera le premier président de la République à les accueillir après leurs présidents respectifs. Donc, le Sénégal a 2 grands invités de marque qui vont venir au Sénégal le mardi à partir de 15h à l'aéroport et on va les accueillir comme la teranga sénégalaise le veut pour bien leur dire bienvenue au Sénégal. Voilà, Baladjé hier en marche donc de sa présence sur le plateau de Parlons Sport animé par Didier Bouba et Mamfatou Ndoye. Baladjé qui accueille à compte donc de demain les champions olympiques nigérians. Il s'agit de Issoufou Alfaga et Cheikh Cissé de la Côte d'Ivoire. Ils vont séjourner chez nous, Georges Déthié. Le retour aux sources pour la médaille olympique, Mam Astundour, médaille olympique avec l'Espagne. Espagne, bien entendu. En basket. Oui, justement, elle est revenue à la case départ pour faire un don de matériel à son club formateur, le Giraffe Basket Club. Il s'agit de matériel didactique et qui s'explique à notre micro. Il faut te ressourcer d'abord, en plus de retourner chez toi. Parce que le fait que de jouer là-bas en Espagne, c'est pas chez moi, c'est ici mon pays. Donc malgré tout ça, les évolutions que j'ai fait là-bas, j'ai l'opportunité de venir ici, de voir les petites s'améliorer ou bien de les aider. Je vais le faire et je vais m'en profiter. C'est pour cela que je suis ici, pour les aider, pour les soutenir, pour tout ce que je peux faire pour eux. Alors, le basketball sénégalais, avec le recul, comment vous le voyez? Moi, ce que je vois, c'est matière économiquement. Parce qu'on a des bons joueurs, on a des joueurs talentueux qui sont ici, comme c'est en Espagne ou bien aux États-Unis ou bien en Europe. Il y a des bons joueurs, mais c'est en matière économiquement qu'on n'a pas. Parce que si je vois bien, là-bas, les gens s'inscrivent sur les affaires de petite catégorie, quoi. Parce que je me rappelle bien. Il y a U18 ou bien U14 même, ou bien U10, U16 que les gens se retournent pour se ressourcer pour les petites catégories. Mais je ne vois pas ça ici. Parce que moi je pense qu'il y a National 1, D2, après c'est fini. Bambey abrite pour la première fois de son histoire un centre national de passage de grade dans l'arbitrage de football. Ils sont 2 prétendants au groupe d'arbitres fédéral, 14 au grade de ligue et 39 au grade de district. Gorgui Meng, le chef du centre, au micro de Babacar Diouf. Bon, je me réjouis d'être le premier chef de centre de Bambey. Je crois que tout se déroule normalement. Parce que vraiment, j'ai été agréablement surpris d'avoir constaté qu'il y a autant d'arbitres à Bambey. Parce que mon ami Souleymane Diaw a toujours réclamé une soukra au niveau de Bambey. Bon, les autorités semblaient minimiser en tout cas ce problème. Mais je me suis rendu compte que quand même la réalité était là. Bon, on est en train de faire les examens pratiques de passage de grade. Bon, les élèves font le grade de district. Les districts, ceux qui étaient déjà districts, font le grade de ligue. Et ceux qui étaient ligue font le grade fédéral. Parce que dans l'arbitrage, il n'y a que le grade de district, de ligue et fédéral. Parce que les gens croient que le grade international existe. C'est un grade qui n'existe pas. C'est un choix. On choisit parmi les meilleurs arbitres. Nous avons 2 candidats au grade fédéral, 44 au grade 14 au grade de ligue, dont 3 filles. Et au niveau district, il y en a 39, dont 7 filles. C'est vraiment intéressant, en tout cas pour un centre comme Bambey. L'actualité des sports hors du Sénégal, Serge Aurier condamné cher. Ah oui, le défenseur du Paris Saint-Germain a été fixé sur son sort. Il a été condamné à 2 mois de prison ferme en plus d'une amende financière. C'est pour fait de violence sur un policier. L'international ivoirien n'ira toutefois pas en prison. Rien n'empêche à Aurier de se déplacer donc avec le Paris Saint-Germain en Bulgarie mercredi prochain pour croiser Ludogorets en Ligue des Champions, puisque la peine n'est pas assortie d'un mandat de dépôt à l'audience, nous dit-on. Merci cher Tidiane Diagne. RFM, la presse du jour.
La presse de ce lundi 26 septembre 2016. Mohamed Alimba, bonjour. Bonjour. À la une, l'enquête sur la mutinerie de Rebeuss se poursuit. Agnès Ndiagoy, premier client de la DIC, la directrice de la maison d'arrêt de Rebeuss, attendue ce matin à la division des investigations criminelles. La bonne dame doit être entendue pour les besoins de l'enquête. En tant qu'autorité morale, relève l'observateur, elle devrait lever le voile sur les conditions de détention des détenus, leur alimentation, leurs conditions sanitaires, revendications ayant entraîné la révolte des détenus, les blessés et la mort d'Ibrahima Fall. Sur la mort de ce détenu, justement, les premiers résultats de l'enquête tombent, souligne Walfadri. Ils incriminent l'administration pénitentiaire. Une dizaine d'élèves adjudants sans expérience ont été envoyés pour réprimer la mutinerie de Rebeuss. Le manque d'expérience, selon le journal, s'est traduit dans le comportement des agents. Ils ont lancé des bombes lacrymogènes à partir de la terrasse de la prison et du mirador en direction des chambres et à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, alors que les détenus ne disposaient d'aucune issue de secours pour échapper à la fumée. Pire, la partie du corps visée de la victime n'a laissé aucune chance à Ibrahima Fall. Pour tout cela, tous ces manquements, le journal note qu'il y a eu faille. Selon Amadou Diallo, le président des retraités de l'administration pénitentiaire, les responsabilités sont partagées. Les parents de la victime, en tout cas, eux, demandent à être édifiés. L'épouse du défunt parle dans l'Observateur que celui qui a tué mon époux, dit-elle, sache qu'il a anéanti toute une famille. Mutinerie à Rebeuss, toujours. Maître Sidi Kikaba monte au front, annonce enquête. En janvier 2017, une prison de 500 places sera inaugurée pour désengorger les prisons, assure-t-il. Il n'y a pas de justice à double vitesse au Sénégal. Justice pour VIP. John Sek et Cheikh Béthio seront bientôt jugés. L'autopsie du corps d'Ibrahima Fall sera effectuée aujourd'hui. Le témoin ajoute la permanence des chambres criminelles. Pour le quotidien, Sidiki dévoile sa thérapie. Une batterie de mesures pour soulager les détenus indique de son côté le quotidien national Le Soleil. Nous restons avec Le Soleil justement. Le projet de code de la presse, un rapport général consensuel adopté, un comité restreint de suivi mis en place. Le texte sera soumis au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Titre du journal Enquête, enfin un consensus. Et puis à la une de Libération, révélation de Panama Papers, Sored Mine de Kédougou aux îles Vierges. 51% des parts de la société qui a découvert le plus grand gisement d'or au Sénégal sont contrôlées à travers Terisco, une société offshore montée par le célèbre cabinet panamaïen Mossack Fonseca. Jusqu'en 2012, relève le journal, au moins Abdoul Mbaye était dans le capital de Sored. Bon lecture à tous. RFM, la chronique du jour. Comme tous les lundis, la chronique du jour porte la signature de Yatou Cissé. Se garer en ville, un véritable parcours du combattant. La ville constitue un espace organisé. Ce principe tout simple semble poser problème au Sénégal, pour ne pas dire aux Sénégalais. Pour s'en convaincre, je vous invite à regarder tout autour de vous. Vous verrez alors toutes les agressions, toutes les formes d'accaparement dont les rues du centre-ville particulièrement font l'objet de la part d'individus qui n'ont pas pourtant plus de droits que nous autres. Vous voulez vous garer? De gros bras au petit matin ont tout fait d'investir la ville en alignant des bidons remplis d'eau sur tous les trottoirs et parkings potentiels. Ils en font ainsi une chasse gardée, une propriété exclusive avec un accès payant sans autre forme de procès. Restons toujours sur les misères des automobilistes pour se garer, même en urgence, au centre-ville. Des gérants de magasins, au vu de tout le monde, mettent de faux panneaux d'interdiction de stationner devant la porte de leurs échoppes. Oui, il y a des indices d'usage de faux parce que justement, n'étant pas délivrés par la mairie, ces panneaux portent illégalement la mention interdiction de stationner. Un panneau, pour être valable, doit porter un arrêté municipal. D'autres, toujours faisant dans l'illégalité, sollicitent les services de farouches vigiles prêts à faire la fête aux conducteurs récalcitrants qui voudraient occuper, même pour quelques minutes, cette petite portion de la rue qui ne leur appartient point. Tout y passe pour vivre de ces espaces ou pour les contrôler indûment. Certains gérants de fast-food et autres magasins occupent exprès le tiers de la route sans coup férir en y alignant des scooters destinés à la livraison. Cette stratégie égoïste qui consiste à vivre de la rue ou à l'accaparer au détriment d'autres concitoyens est tout simplement révoltante. Tous ces abus s'opèrent dans l'indifférence générale, condamnés que nous sommes à la résilience, même face à la violation de nos droits.
Qui doit veiller à la gestion du stationnement à Dakar? On en est à regretter la sagesse. Cette société qui exploitait les parkings, au moins avec elle, on savait à quoi s'en tenir. La rue, faut-il le rappeler, est notre bien commun à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Aujourd'hui, l'on prend prétexte du naufrage du bateau le Diola 14 ans après pour parler des comportements. 14 ans après, donc, les leçons d'un drame pas retenu. Nous avons Maître Massor Nakan, président de SOS Consommateurs. Maître Massor Nakan, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Maître, 14 ans après le naufrage du bateau le Diola, le bateau qui avait enregistré beaucoup plus de passagers, qui a sombré dans les eaux gambiennes, aujourd'hui, on voit toujours des genres de situations pareilles dans le domaine des transports. Pourquoi les leçons du Diola ne sont pas retenues? Oui, merci. Je voudrais d'abord, à l'occasion de l'anniversaire de ce douloureux drame, élever une prière d'abord pour les victimes et vraiment dire à leurs parents que j'ai prié pour que Dieu leur donne le courage de toujours pouvoir supporter le drame. J'ai entendu ce matin le député maire Diallo qui a perdu ses 3 enfants. C'est vraiment permanent. Donc, Maître Massor Nakan, si vous pouvez vous déplacer, la liaison téléphonique n'est pas des meilleures. Pour une meilleure qualité sonore, donc si vous pouvez vous déplacer. Si c'est fait, allez-y. Oui, je disais que je les soutiens dans leur douleur. Et comme vous l'avez dit, je pense que 14 ans après, les Sénégalais n'ont pas pris vraiment toute la pleine mesure de ce qui s'est passé en se comportant comme ils doivent le faire pour prévenir ce genre de danger. On note tous les jours, depuis toujours, des mini-diolas. Il y a tout le temps des drames dans la circulation et tout. Et ça, c'est dû d'abord à l'inconscience des populations, leur inconscience, mais surtout leur indiscipline. C'est l'indiscipline généralisée qui fait que on en est là et on est exposé à beaucoup de risques. Et ça, s'il y a autant d'indiscipline, c'est parce qu'il manque d'autorité au niveau des pouvoirs publics. C'est ça la vérité. Qu'on le veuille ou non, les Sénégalais sont foncièrement indisciplinés parce que l'autorité manque de s'exercer sur eux. Mais est-ce que cette indiscipline dont vous faites cas peut expliquer un oubli aussi rapide? Non, ça ne l'explique pas. C'est un des éléments. C'est un des éléments. En fait, c'est même pas directement lié. L'oubli, c'est dans la nature humaine, que les gens oublient avec le temps. Mais il y en a qui n'oublieront jamais. J'ai parlé tout à l'heure du député maire Diallo, qui a perdu ses 3 enfants. Donc l'oubli, c'est dans l'être humain. Mais la prévention de drames de cette nature réside dans la politique que les pouvoirs publics mettent en place, qui va déterminer le comportement des populations. Il ne faut pas attendre des populations qu'ils prennent la pleine mesure et qu'ils se comportent comme il faut. Non. Mais si je parle d'oubli, maître, c'est ces comportements qui peuvent conduire à un drame. Oui, il y a de l'inconscience, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de l'inconscience, mais il y a surtout l'indiscipline caractérisée et générale. Les gens font ce qu'ils veulent, ils vont où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Et ensuite, tout cela, c'est dû en vérité au manque d'autorité des pouvoirs publics. Voilà. De régir. Maître Massor Nakan, vous gardez la ligne, on revient à vous dans quelques instants. Nous avons avec nous le colonel Antoine Vardini, directeur du service civique national. Bonjour, colonel. Bonjour. Comment expliquer, colonel, que les leçons du drame du Diola, un drame qui a fait plus de 2000 morts, même si l'on parle de 1863 selon le bilan officiel, que les leçons de ce drame ne soient pas retenues? Bon, tout ce que je peux dire à propos de ça, c'est que
est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait faire? Parce que cette affaire d'indiscipline ou bien d'insubordination ou bien d'incivisme, c'est une affaire qui incombe à tout le monde. Est-ce que nous sommes tous, on a tous fait l'état des lieux pour voir ce dont on est responsable ou non? Parce qu'il ne faut pas imputer la faute à certains ou à d'autres. C'est une affaire collective. Si aujourd'hui on vit cette situation-là, c'est à nous également de faire en sorte de sortir de cette situation. Il faut qu'on s'assoie et qu'on parle. Oui, mais on se rend compte qu'au lendemain du naufrage du bateau le Joola, il y avait des comportements qui ont été adoptés par les populations, imposés bien sûr par les pouvoirs publics, mais ces comportements ont fait long feu. Oui, n'ont pas fait long feu. N'ont pas fait long feu parce que, apparemment, comme disait tout à l'heure M. Maître Massokhna également, il y a une indiscipline un peu caractérisée qui est favorisée pas seulement par les pouvoirs publics, mais par nous tous, même au niveau de la famille, au niveau des écoles, au niveau de l'entreprise. C'est une affaire de tout un chacun. S'il n'y a pas d'autorité, l'autorité n'est pas seulement une autorité étatique, mais c'est même une autorité familiale, une autorité au niveau des organisations. Tout le monde doit prendre ses responsabilités et dénoncer l'incivisme qui est en train de gangréner la population. On voit des choses qui se passent. On voit des choses qui se passent et personne ne dit rien. Vous arrivez à un feu rouge, vous-même vous arrêtez, vous voyez des gens qui viennent derrière vous et qui vous dépassent et qui continuent. Ils croient que c'est normal. Les gens croient que c'est ça, c'est normal. Alors que c'est pas normal. Il faut qu'on accepte ces ruptures-là. Il faut qu'on sanctionne, c'est vrai. Mais sanctionner, c'est tout, nous tous. C'est à nous tous de le faire. C'est pas à certains secteurs et à d'autres. On est tous responsables de cette affaire-là. Et si on ne fait rien, ça va aller, ça va s'empirer. Et ce ne sera pas bien pour nous, ni pour notre progrès, ni pour notre développement, ni pour notre bien-être. On peut changer la chose, il faut y croire, et on s'assoit, et on se parle, et on se dit la vérité, et on prend les mesures qui s'imposent, et ça va passer. Il n'y a rien d'autre à faire. On revient à vous dans un instant, colonel Antoine Vardini, directeur du service civique national. Maître Massokhna Kane, est-ce que quelque part, tout cela n'est pas dû à un laxisme du côté des pouvoirs publics qui ne sanctionnent pas quand il le faut? C'est ce que je disais, parce que M. Vardini tout à l'heure a raison de dire que ce n'est pas seulement les pouvoirs publics, on est d'accord. Mais il appartient aux pouvoirs publics d'organiser et de prendre en charge la sécurité des populations. Et pour cela, il faut prendre des mesures et il faut surtout les faire appliquer. Faire montre d'une autorité. Hein? Faire montre d'une autorité. Voilà, il faut de l'autorité, il faut de la fermeté. Parce que l'indiscipline des gens, c'est trop facile. De ne pas respecter les prescriptions, de ne pas remplir des obligations de citoyens, parce qu'il n'y a pas de sanction en contrepartie pour celui qui ne le fait pas. Vous imaginez ce qui se fait sur la route ici au Sénégal, vous imaginez que quelqu'un puisse le faire en France ou aux États-Unis? C'est inimaginable. Les gens n'osent même pas y penser, parce qu'ils savent qu'une petite infraction, c'est 50 €, c'est 75 €. Donc on vous atteint dans le portefeuille, on ne vous met pas toujours en prison. Vous allez aux États-Unis, il y a des infractions, tu le fais sur la route, on te fait garer au rebord de la chaussée et on vous menotte, on vous amène en jugement d'urgence. Donc il faut qu'il y ait beaucoup plus de rigueur dans la gestion des affaires publiques et dans le comportement des citoyens. Il n'y a que comme ça qu'on peut minimiser, réduire, parce qu'il ne s'agit pas d'éradiquer, c'est pas possible, mais réduire de façon notable, de façon importante, ces drames au quotidien que nous vivons dans la circulation un peu partout. Merci Maître Massokhna Kane, président de SOS Consommateurs. Le directeur du service civique national est toujours avec nous, le colonel Antoine Vardini. Alors, colonel Antoine Vardini, vous qui êtes du service civique national, quel doit être votre rôle, le rôle du service civique national pour que les Sénégalais adoptent de bons comportements pour éviter un second Joola? Un rôle de sensibilisation, mais également un rôle d'éducation. Un rôle d'éducation pour montrer aux gens, à la jeunesse, parler à la population, leur donner les bonnes habitudes à adopter. Et ça, c'est notre rôle. Et actuellement, on est en train de prendre des dispositions dans ce sens pour encore donner beaucoup plus de missions au service civique national pour que ça soit répandu un peu au niveau national. On a quelques moyens, on a des volontaires qu'on a formés, on a les CEDEF, les inspections régionales également, à travers lesquelles on travaille pour sensibiliser. C'est une mission de sensibilisation et d'accompagnement de la population pour
le parler et le délivrer le bon message. Et ça, on est en train de le faire. On est en train de le faire, mais on aimerait également un accompagnement de la part des médias, des journalistes, un accompagnement de la part des personnes ressources, parce que c'est une affaire qui est nationale. C'est pas une affaire que le service civil national seul pourrait régler. C'est une affaire transversale de tous les ministères, tous les départements, toutes les associations. Tout le monde doit s'y mettre pour parler d'une même voix, pour changer ce qui a changé, et c'est possible. Mais est-ce que les populations sont réceptives, colonel, à ces sensibilisations, à ces messages? Bon, est-ce qu'elles sont sensibles ou non? Elles ont intérêt à être vraiment sensibles à ce message-là. Parce que si on ne fait rien également, ça va aller de mal en pire. Je sais que la situation est un peu difficile actuellement. Quand on parle, les gens ne veulent plus écouter peut-être. Il y a une crise de valeur, il y a une crise de responsabilité, etc. Mais il faut qu'on continue à parler. Parce que si on ne parle pas, les gens continuent à se comporter de façon comme ils veulent. Et ça ne peut pas marcher dans une nation. Ça ne peut pas marcher et ça ira de mal en pire. On a intérêt à parler, à essayer de convaincre. Trouvons les moyens, trouvons la stratégie de convaincre, à faire adhérer la population à nos messages, pour que nous tous nous soyons conscients que la chose est là devant nous, c'est à nous de la changer et personne d'autre. Personne ne viendra faire ce Sénégal à notre place. Personne ne viendra changer nos comportements, mais de toute façon, je sais que tout le monde aspire à un mieux-être. Tout le monde. Le mieux-être est là. Essayons de voir comment y arriver. Essayons de nous remettre en cause un peu, d'accepter de nous pardonner, d'être solidaires et de voir la chose et de dénoncer aussi, de dénoncer avec vigueur ce qui n'est pas normal. Actuellement, heureusement, je vois que beaucoup de choses sont en train de changer. Je vois que même dans la presse, on montre des actes inciviques dans la circulation, des gens qui filment et qui dénoncent. Continuons à dénoncer ce qui est dénonçable. Il ne faut pas faire de l'amalgame maintenant, essayer de tuer quelqu'un médiatiquement, non. Mais si on voit des choses qui ne sont pas normales, il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire, parce que si on n'a pas le courage de le dire, tôt ou tard, ça va tomber, ça va tomber sur nous, sur nos enfants. C'est notre pays, c'est notre Sénégal, on est capable de le faire, on doit vouloir le faire, et je suis sûr et certain qu'on veut le faire. Bon, peut-être que par des manœuvres politiciennes, ici à gauche, à droite, les gens, chacun se jette la balle, mais arrêtons de nous jeter la balle, soyons solidaires, allons ensemble, marchons d'un même pas, et on atteindra notre objectif qui est développer notre pays. Merci beaucoup. C'est ce que j'ai à dire là-dessus. Merci beaucoup, colonel Antoine Vardini, directeur du service civique national. Merci également à maître Massor Nakan, le président de SOS Consommateurs. C'est la fin de ce grand journal, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de l'actualité. Le tribunal de grande instance de Paris sur l'affaire Karim Wade, l'État du Sénégal débouté, ces deux demandes rejetées. Plus clairement, l'État ne pourra pas saisir les biens de Karim et Bibo à Paris. L'affaire des carburants toxiques, la Ligue sénégalaise des droits humains a saisi le doyen des juges une plainte avec constitution de partie civile déposée. Suite et pas fin de la mutinerie de Rebeuss, les résultats de l'autopsie du corps du détenu tué attendus. La directrice de la prison de Rebeuss annonçait à la division des investigations criminelles pour les besoins de l'enquête. Le drame du Diola, c'était un 26 septembre et c'est comme si c'était hier aux yeux des victimes. Cérémonie commémorative à Ziguinchor, 4 ministres dans la capitale du Sud. Merci à Mamadou Diop Vincent qui a assuré la partie technique de cette édition. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. 13h, le grand journal en Wolof avec Barthélémy Ngom. Tout de suite, Dialgat Ribar. Dialgat Ribar. Dialgat Ribar. Dialgat Ribar. Dialgat Ribar.